Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie de venir vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, la personnalité. C'est un sujet qui me passionne et en plus il a complètement révolutionné ma façon de voir l'utilisateur et aussi d'interagir avec les autres dans l'équipe projet. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais commencer par les présentations. Je m'appelle Emmanuelle Marévéry et en UX, je crois vraiment à l'interdisciplinarité. Du coup, comme formation, je suis ingénieure en nanomatériaux, designer couleurs et matières et j'ai complété tout ça par une licence en psychologie. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans pour Decathlon, donc c'est une super boîte en termes d'innovation et d'expérience utilisateur. Dans ces 10 années, je me suis occupée pendant une année de la stratégie couleur du Global Decathlon, avant de me spécialiser en créant le premier pôle dédié aux sciences du consommateur de Decathlon, ce qui a été un gros coup de cœur pour moi, puisqu'on a rencontré plus de 35 000 utilisateurs partout dans le monde, et on a fait, je crois, à peu près 300 études. Donc ce qui était intéressant dans ces études, c'est qu'on a à la fois fait des choses assez classiques, comme du quantitatif et du qualitatif, mais aussi des choses un peu plus originales, comme de la synergologie, c'est-à-dire le non-verbal. On a fait du text mining, on a fait aussi des études avec des caméras thermiques, du eye tracking, etc. Et du coup, de toutes ces informations, ça m'a permis vraiment de me spécialiser. Alors, entre-temps, j'ai créé ColorLink, qui est un logiciel qui permet de développer des couleurs, des harmonies de couleurs. Et pendant un an sur Montpellier, j'étais consultante en stratégie de marque et expérience utilisateur. Aujourd'hui, je travaille en tant que responsable marketing et com pour Phytocontrol et je m'occupe par exemple de tout ce qui est conception avec les utilisateurs et insight client. Alors avant de parler personnalité, je vais vous raconter ma petite histoire et comment j'en suis arrivée à la personnalité des utilisateurs. Alors c'était il y a 10 ans, je travaillais en tant que jeune designer couleurs et matières chez Decathlon et on travaillait sur un vélo stratégique pour les femmes de Between, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et du coup, à l'époque, alors je pense que ça va en parler à certains d'entre vous, mais c'était généralement le chef de produit qui choisissait la couleur des vélos avec un j'aime, j'aime pas. Ça avait deux inconvénients. Le premier, c'est que quand on changeait de chef de produit, on était obligé de tout reconcevoir. Et le deuxième, c'est que souvent nos chefs de produit, c'était des hommes de 45 ans assez âgés. Et du coup, on n'était pas forcément représentatif de la population féminine qu'on voulait toucher. J'ai eu la chance de travailler avec un chef de produit qui m'a posé la question, quelle couleur choisir ? Alors on a fait ça bien, on a fait produire plein de vélos de toutes les couleurs, on a mis ça en magasin, on a fait venir 120 personnes représentatives de notre cible et on leur a posé plusieurs questions. Quelle est votre couleur préférée ? Parmi ces vélos qui sont devant vous, lequel vous préférez ? Lequel achèteriez-vous ? Et si je vous en offre un tout de suite, lequel vous prendrez ? Normalement, on devrait plutôt avoir la même réponse. Mais en réalité, ces femmes-là préféraient le rouge de façon très massive. Le vélo qu'elles trouvaient le plus beau, c'était le turquoise. Celle qu'elles achèteraient, c'était le blanc, parce que le turquoise, quand je suis habillée en rouge, ça ne le fait pas. Si je vous en offre un tout de suite, lequel vous prendriez ? Le noir, parce que le blanc, c'est salissant. Et pour finir, celui qui a été le plus vendu, c'était l'anthracite. Donc, petit problème, on en est venu à deux hypothèses. La première, c'est est-ce que les femmes savent vraiment ce qu'elles veulent ? Et la deuxième hypothèse, c'est est-ce qu'on a vraiment bien compris comment elles choisissaient la couleur des vélos ? Alors du coup, on a bien mouliné dessus et on a pondu une espèce de graphique qui explique un petit peu comment prendre nos décisions. Alors je me suis intéressée pendant 2 jours à voir comment vous avez choisi de customiser vos badges. Donc il y en a qui n'ont pas customisé, mais en gros ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui ont fait que vous avez choisi ces petits éléments à rajouter. Déjà, hier, comme on pouvait choisir ces éléments sur le stand de café, les gens prenaient plus de temps pour choisir. Aujourd'hui, comme c'était dans un couloir, les gens prenaient plus rapidement celui qui leur plaisait. Du coup, le contexte est vraiment venu influencer la décision. On voit aussi que les enjeux sont aussi importants dans le processus de décision. Et ce que j'ai pu remarquer au cours de toutes ces années, c'est que c'est beaucoup la personnalité qui va définir nos décisions. Alors, les décisions sont toujours multifactorielles. C'est un mélange de contexte, d'enjeux et de personnalité. Mais vraiment, la personnalité, c'est un fil conducteur en fait, des décisions des utilisateurs. Ce que je me suis rendu compte également, c'est que je me méfie beaucoup du déclaratif. Donc j'ai fait, je vous disais, 300 tests clients. Du coup, on remarquait que quand la personne faisait un test client avec nous, on standardisait, on avait même des normes en interne pour faire des tests utilisateurs. On n'avait pas beaucoup de corrélation entre le test utilisateur qu'on faisait dans des bonnes conditions et les avis clients qu'on avait derrière. Donc du coup, on en est venu vraiment à se méfier du déclaratif des utilisateurs. Et on sait que l'homme a tendance à rationaliser ses décisions a posteriori. Donc du coup, on se méfie beaucoup du déclaratif. Et pour trouver une solution pour pallier tout ça, je me suis intéressée à la personnalité. Une des
conclusion également en expérience utilisateur, c'est que faire un produit, un service ou une marque, sans connaître la personnalité de l'utilisateur, c'est exactement, bon je suis chimiste à la base, mais comme faire une réaction de chimie sans connaître la théorie. Des fois, ça peut vraiment être explosif. Nous, ce qu'on va chercher en expérience utilisateur, c'est à créer une espèce d'alchimie entre le produit et le client. Et pour ce faire, bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de toutes les méthodes qui existent, mais du coup, il y a des méthodes super intéressantes et des théories aussi en psychologie qui sont fondamentales, qui font la science de l'utilisateur. Et aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de la personnalité. Donc on va voir une définition, des usages concrets, des exemples. On va parler aussi de l'expérience utilisateur concrètement, comme ce qu'on va faire Facebook par exemple ou l'IFF. Et ensuite, je prendrai 5 minutes pour parler des personas. Alors, la personnalité, ça vient du mot persona, qui signifie les masques que portaient les acteurs dans la Grèce antique pour faire différentes émotions, pour les mimer. Du coup, on va dire que la définition de cette personnalité, c'est que c'est un ensemble de qualificatifs qui nous permet de nous distinguer les uns des autres. Je vais prendre l'exemple de l'extraversion. On dit que quelqu'un est extraverti, de l'ouverture d'esprit, de la conscienciosité. Alors, en sciences, en psychologie, il y a une définition qui est un petit peu barbare mais qui est très intéressante et vous le verrez sur la suite. C'est qu'en gros, la personnalité, c'est une combinaison privilégiée, on appelle ça aussi un pattern, de comportements, d'émotions, de cognitions et d'attitudes, donc des traits de personnalité, relativement stables pour un individu. On appelle ça un noyau. Et du coup, en expérience utilisateur, ça nous permet de comprendre pourquoi les gens réagissent différemment pour une même expérience. Pourquoi est-ce qu'ils ont des émotions qui sont différentes et pourquoi est-ce qu'ils ont une interprétation qui est différente. Alors ce qui est chouette, c'est que la psychologie de la personnalité, c'est une vraie science qui s'appelle la psychologie différentielle. Et comme toute vraie science, elle décrit très précisément avec un référentiel les comportements, les émotions, les cognitions et les attitudes, mais aussi elle les explique. Et surtout, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, en tout cas dans cet atelier, c'est de parler de la prédiction. En quoi la personnalité permet de prédire les comportements. Je fais souvent l'analogie avec la météo. Décrire, c'est par exemple dire aujourd'hui il fait 39 degrés. Bon, c'est peut-être le cas sur le stand ici, mais sans doute pas pour vous. Mais du coup, on donne un référentiel. Je m'exprime en degrés Celsius et je parle d'un endroit en particulier. Expliquer, on sait donner des explications. Parce qu'il y a bon, je ne suis pas très experte, mais parce qu'il y a un anticyclone et que les montagnes, etc. Et surtout, ça nous permet de prédire. Demain, il fera 25 degrés, par exemple. Donc la personnalité, ça sert vraiment à ça, décrire, expliquer et prédire. Alors, à quoi ça sert? Je le disais, à donner une description claire et universelle des comportements, ce qui est très intéressant dans une équipe projet, parce que des fois on parle d'extraversion, mais on n'est pas forcément d'accord sur la définition. Elle permet du coup aussi d'expliquer les raisons et de prédire les futurs comportements, notamment les comportements d'achat ou les comportements sur une interface. Et aussi, en expérience utilisateur, très concrètement, elle peut permettre de segmenter des utilisateurs en fonction d'un paramètre qui est très stable. Elle permet de réduire les effectifs, donc ça c'est très intéressant parce que ça réduit la dispersion et on est significatif à partir d'un nombre inférieur d'utilisateurs. Elle fait le lien avec les émotions, les besoins et les motivations. La personnalité, ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle peut se mesurer. Il existe aujourd'hui des méthodes pour pouvoir mesurer précisément la personnalité. Et enfin, on en a parlé lors de la précédente conférence, mais ça permet aussi de sortir du j'aime, j'aime pas. Et ça, c'est pas rien du tout. Elle sert aussi dans le développement personnel et dans le management. C'est hyper important de comprendre l'autre et de comprendre vraiment sa personnalité. Alors pour aller plus loin, je vais vous prendre le cas de monsieur et madame extravertis, monsieur et monsieur extravertis et introvertis, et je vais vous faire travailler. Donc vous savez, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Decathlon, donc je vais vous faire un petit peu de sport. Je vais demander à tous les extravertis de lever la main. Ok. À tous les introvertis maintenant de lever la main. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et donner des définitions. Ce qui est intéressant en expérience utilisateur, c'est de se rendre compte que quand on est d'un côté d'un trait de personnalité, on a une opinion qui est biaisée des personnes qui sont de l'autre côté. Je ne vais pas les lire parce qu'il y a beaucoup d'extravertis et beaucoup d'introvertis, mais en général, les opinions sont assez mitigées. Du coup, en expérience utilisateur, c'est très important. Méfiez-vous des étiquettes et des jugements que vous posez, que ce soit sur les utilisateurs, les collègues et les patrons. Méfiez-vous aussi de vos propres stéréotypes. En général, dans une équipe projet, quand quelqu'un dit « j'ai pas de stéréotypes », c'est le pire. Méfiez-vous aussi de biais de faux consensus. On a tendance à penser que tout le monde pense de la même façon que nous-mêmes. Donc du coup, sur la personnalité, ce qui est bien, c'est que ça donne un cadre de jeu théorique, avec des définitions précises. Un extraverti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va tourner son énergie vers l'extérieur.
Donc il va par exemple chercher à établir des contacts, il va rechercher de la nouveauté, il va aller vers les autres, il va rechercher des activités. Il faut savoir qu'en Occident, l'extraversion est favorisée socialement, c'est-à-dire qu'on préfère généralement recruter des personnes extraverties. Alors l'introverti, lui, va plutôt tourner son énergie vers l'intérieur. Typiquement d'expérience, quand on est dans l'UX, on est plutôt dans l'introversion. C'est pas qu'on est timide ou qu'on a peur d'aller vers l'autre, ça c'est la timidité sociale, c'est juste qu'on préfère tourner l'énergie vers nous, vers des activités plutôt solitaires. Et qu'on est très à l'aise avec nous-mêmes, qu'on a un monde intérieur qui est assez riche. Alors, je pose une question que j'aime pas trop poser. S'il vous plaît, levez la main, tous ceux qui pensent que je suis plus grande que la moyenne. Merci, personne. Maintenant, levez la main tous ceux qui pensent que je suis plus petite que la moyenne des Françaises. Ouais, allez-y, hein, c'est pas grave, je me vexerai pas. Donc en gros, j'ai la chance de mesurer 1m62,5, c'est pile poil la moyenne des Françaises. Ouais, merci. Alors du coup, sur la personnalité comme sur les caractéristiques physiques, tout est une question de référentiel. Si vous êtes habitué à voir des gens plus grands, notamment la personne qui était avant moi qui était plus grande que moi, vous avez un référentiel qui est un petit peu biaisé. Et du coup, sur la personnalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme les paramètres physiques, il y a un continuum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extravertis, des gens qui sont introvertis, et tout au milieu, tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est sans doute des ambivers. Il y a un nom pour ça. Donc les ambivers, et ça représente une grande majorité. On sait d'expérience que tous les possesseurs d'iPhone sont plutôt extravertis. Donc ça, il y a beaucoup d'études en cyberpsychologie qui montrent ce fait-là. Et je reviendrai plus tard, même si j'ai un peu censuré ma presse parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'iPhone. Je reprends maintenant la partie sur la personnalité, donc ma description barbare, donc la combinaison, le pattern, etc. pour vous parler d'un questionnaire que j'adore, c'est le Big Five. On appelle ça aussi le modèle océan ou le modèle des 5 facteurs. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un pattern. Un pattern, c'est quoi? C'est que, grosso modo, ce questionnaire il est utilisé depuis 50 ans en psychologie et tous les jours, il y a des articles dessus en cyberpsychologie et c'est super intéressant de comprendre comment ça marche. Il y a des facettes, l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité, le névrosisme, qui sont déclinées en plusieurs facteurs. Et du coup, une personne, elle est une combinaison de plusieurs de ces traits. Donc chaque personne, chaque utilisateur est un pattern. Je prends le cas de l'extraversion puisque c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure, mais en gros ça comprend la chaleur, la grégarité, l'assertivité, l'activité physique, la recherche de sensations et les émotions positives. Donc l'extraversion se décline sur plusieurs pans de la personnalité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vais juste faire une petite parenthèse sur les UX. En général, sur l'UX, on est très ouvert aux rêveries, c'est-à-dire qu'on a une imagination vive, très active, et on a tendance à se créer un univers très intéressant. Donc typiquement, on est de ce côté, ouvert aux nouvelles expériences, imaginatif, et on a des intérêts très variés. On est très curieux en général en UX. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont plutôt terre à terre, pratiques, attachées à la façon de faire, et qui aiment entretenir les traditions. Donc en général, quand on est UX, on n'a pas forcément un jugement très positif sur ces personnes-là et on a du mal à comprendre leurs besoins. Du coup, typiquement, quand on fait évaluer la désirabilité d'un produit innovant à des gens qui sont de ce côté-là, on n'est pas du tout représentatif du français moyen. Donc ça, c'est important de le savoir. Du coup, la personnalité, elle amène aussi ce côté de, quand je pose ma question à une personne, est-ce que son avis, il est vraiment représentatif ? Alors j'ai eu la chance à Decathlon, on me faisait beaucoup confiance, on m'a laissé faire des tests de personnalité sur des équipes, du coup on en est venu à des résultats suivants. Le chef de produit, en général, c'est plutôt quelqu'un d'extraverti et d'agréable. Enfin, je ne sais pas si vous bossez avec des chefs de produit. Les ingénieurs sont plutôt consciencieux et introvertis, et les UX designers sont plutôt ouverts et introvertis. Ce qui engendre pas mal déjà de quiproquos et de mécompréhension même de l'utilisateur, parce qu'on part tous avec nos a priori et notre personnalité, et on vient émettre un jugement sur l'utilisateur. Du coup, la personnalité, elle a cette vocation de développer l'empathie et de nous aider à sortir du j'aime, j'aime pas. Alors du coup, la cyberpsychologie, c'est super intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre comment une personne extravertie va réagir face à une interface. Donc typiquement, il y a des règles qui peuvent être très intéressantes à appliquer, notamment une personne extravertie, elle va privilégier la vitesse à l'exactitude. Donc si vos utilisateurs sont extravertis, ils vont vite aller cliquer un petit peu partout, quitte à pas être précis et revenir en arrière. C'est pas dérangeant pour eux. Un introverti, lui, va plutôt prendre son temps d'aller découvrir le bon onglet. Ils explorent les interfaces de manière chaotique. Donc typiquement, c'est du eye tracking sur une personne qui est extravertie, ça regarde un petit peu partout. Un introverti va plus être focus sur ce qu'il attend. Les personnes extraverties ont des émotions positives beaucoup plus fortes. Donc quand on fait un test utilisateur et qu'on voit que les personnes répondent de façon très positive, il faut s'interroger, est-ce qu'on a vraiment pris un panel introverti-extraverti suffisamment large ou est-ce qu'on a que des extravertis qui répondent à notre test ?
Et on sait par exemple qu'elles préfèrent les couleurs chaudes. Elles sont directement attirées par les couleurs chaudes sur un site. Donc ça, c'est typiquement le genre d'article qu'on peut trouver en cyberpsychologie. Il y en a tous les jours, il y a des chercheurs en psycho qui font un travail fabuleux, dont on peut servir directement pour concevoir. Pour résumer, la personnalité, elle est liée à nos préférences esthétiques. Est-ce que j'aime le rouge, est-ce que j'aime le vert, etc. Elle est aussi liée à nos préférences verbales. Typiquement, le mot exploration, il va vous faire vibrer parce que vous êtes plutôt des gens ouverts à la rêverie. Ça fait beaucoup moins rêver quelqu'un qui est traditionnel. C'est aussi un type de réactivité. Est-ce qu'on est plutôt speed ou est-ce qu'on est plutôt lent? Et une façon d'explorer. Est-ce qu'on est plutôt chaotique ou est-ce qu'on est plutôt méthodique? Donc du coup, moi, une astuce que j'aime bien utiliser quand je fais du test produit, notamment pour détecter les défauts, c'est que je recrute des personnes qui sont très consciencieuses. Pourquoi? Parce qu'il m'en faut 3 et elles détectent 95% des défauts. Donc ça, c'est très pratique aussi à l'avoir en tête. Ça me sert souvent de premier filtre, en tout cas, de test. Avant d'aller sur des exemples concrets en expérience utilisateur, je vais vous parler de 4 anecdotes sur le cerveau. La première, c'est que la personnalité, alors on me pose souvent cette question-là, c'est pour ça que j'ai mis ces anecdotes, elle est mi-innée, mi-acquise. C'est-à-dire que 50% de votre personnalité vient de vos gènes. Pour tous les parents ici, sachez que votre impact sur la personnalité de votre enfant quand il sera adulte, elle est que de 10%. Donc toutes les études le montrent. Donc on peut relâcher un peu la pression. 50% c'est son patrimoine génétique et 40% c'est ce qu'il va vivre dans sa vie. Les rencontres, les amis, etc. Un autre fait intéressant, c'est qu'elle est relativement stable pour un individu. À partir de 25-30 ans, la personnalité se stabilise. On change rarement de catégorie. Une personne extravertie ne va pas devenir d'un coup introvertie. Les traits de personnalité, elles sont toujours par rapport à une moyenne. Comme vous le disiez, je suis plutôt dans la moyenne, voire dans la moyenne basse de taille. Mais si j'étais par exemple au Japon, je ferais partie des plus grands. Donc c'est toujours, encore une fois, lié par rapport à une moyenne sur l'ensemble de la population. Et enfin, la personnalité, elle a une base biologique, c'est-à-dire que ça se lie sur un cerveau. Typiquement, les personnes extraverties ont un éveil cortical qui est différent des personnes introverties. Les personnes qui sont ouvertes d'esprit vont avoir un cerveau qui est un petit peu modifié comme celui-ci, où on voit typiquement que sur certaines parties, le cortex est moins épais, et sur d'autres parties, le cortex est plus épais. Donc après, qui de la poule ou de l'œuf, ça c'est une autre question. Mais en gros, ça se voit. En gros, si je passais un IRM sur l'ensemble des personnes ici, je pourrais déterminer quelle est leur personnalité. À peu près. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi en expérience utilisateur, c'est de faire le lien avec les émotions, la motivation, les positions, etc. Donc je vais prendre 2 exemples, je vais pas tout vous lire, mais en gros, les émotions modifient nos cognitions. C'est-à-dire que si je me sens triste, je vais tendance à regarder et à retenir les informations qui sont plutôt négatives. Inversement, si je pense tout va bien, tout va bien, tout va bien, je vais éprouver des émotions positives beaucoup plus facilement. Mais ce n'est pas que les émotions, la motivation et les besoins, il y a aussi un rôle avec le corps. Je vais vous expliquer pourquoi. Les émotions préparent le corps à l'action. Typiquement, quand j'ai peur, mes sens qui sont aiguisés. J'ai un seuil de détection des bruits qui est beaucoup plus élevé. Quand je suis en colère, j'ai le sang qui afflue dans mes mains, donc je suis plus rapide pour pouvoir me défendre. Mais l'inverse se passe aussi, c'est-à-dire que les émotions vont réguler ma position. Alors, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient avant que je passe, mais typiquement, si je me mets dans cette position, alors ça c'est une astuce qui peut vous servir. Si je me mets dans cette position pendant 2 minutes avant une présentation, il va y avoir une modification hormonale dans mon corps. Mon taux de cortisol va monter, va diminuer, pardon, donc mon stress va diminuer et mon taux de testostérone va monter. Donc typiquement, je vais être plus prête, plus confiante pour prendre la parole. Si, comme beaucoup de personnes avant l'entretien d'embauche, je me positionne comme ça, sur un téléphone, l'effet va être inverse. C'est-à-dire que mon taux de cortisol, mon stress va monter et mon taux de testostérone va baisser. Donc je vais être moins à même de réagir positivement face à une situation d'entretien. Donc un de mes conseils, souvent quand il y a une prise de parole ou un enjeu, restez juste 2 minutes comme ça suffit. Donc du coup, tout ça pour vous dire que c'est un système à part entière et que tout est lié. La personnalité, les émotions, la motivation. Alors, je fais juste un slide pour vous expliquer comment on mesure, parce que souvent on a tendance à définir des tests de personnalité des utilisateurs un peu de façon empirique. Donc je l'ai fait pendant longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne marchait pas. Il existe aujourd'hui des tests qui marchent très très bien pour mesurer la personnalité, les émotions ou les valeurs. Et je vais en présenter quelques-uns plus tard. Je vous déconseille d'aller sur les magazines féminins pour piocher vos questionnaires de personnalité parce qu'on y lit des aberrations. Je vous laisse le lire vaguement, mais grosso modo, là, on n'est pas en train de mesurer l'extraversion. Pas du tout. Je vous conseille plutôt d'utiliser le Big Five, le MS28, le questionnaire de Schwartz, le PANAS. Je vous donnerai les références en fin de conférence. Alors du coup, on va passer dans la phase corrélation, prédiction, un peu Minority Report, sur comment clairement on peut servir de la personnalité pour concevoir.
Je fais juste un focus sur la corrélation parce que je me rends compte des fois qu'il y a des confusions entre corrélation et causalité. La corrélation, c'est quoi? C'est quand il y a deux paramètres qui sont liés les uns aux autres. J'ai une grande taille, j'ai des grands pieds. C'est lié entre eux. Il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Typiquement, sur une plage, je peux constater que le nombre de coups de soleil observés est corrélé au nombre de lunettes achetées, sans pour autant qu'il y ait un lien de causalité. Du coup, concrètement, en expérience utilisateur, on sait qu'aujourd'hui, il y a des causalités des corrélations entre des comportements et un type de personnalité. Une étude récemment sortie, c'est que la localisation, c'est-à-dire les déplacements qu'on fait, est-ce qu'on prend tout le temps le même chemin ou est-ce qu'on se déplace d'une autre façon? L'usage du téléphone, est-ce que je m'en sers pour téléphoner, pour textoter, pour aller sur Internet? La régularité, est-ce que je regarde toujours mon téléphone à heure fixe? Est-ce que je le regarde tout le temps quand ça vient un peu au hasard? Le nombre de contacts, le temps que je mets à répondre à un appel ou à un texto. Tout ça, ça donne des indications majeures sur la personnalité, notamment sur les items extraversion et intraversion. Je vais prendre un cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas de l'IFF. L'IFF, c'est l'Institut des Flaveurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ils ont eu les moyens de faire une énorme étude partout dans le monde. Ils ont fait passer des tests à plus de 100 000 personnes, donc 100 000 femmes, pour segmenter leur cible. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui fait qu'on achète un parfum et pas un autre, c'est les valeurs personnelles, donc liées à la personnalité. Du coup, ils ont passé un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Schwartz, que je vais vous présenter, qui est très intéressant, qu'on a aussi utilisé à Decathlon, où en gros, ici, sont posées les valeurs des gens. Alors en général, quand on est d'un côté, on n'est pas de l'autre. Typiquement, les gens qui recherchent de la sécurité ont rarement un besoin d'autonomie incroyable. En management, c'est très utile. Si vous êtes quelqu'un de très autonome et que vous managez quelqu'un qui est sécurisant, ça fait partie de ses valeurs. C'est très compliqué de le faire changer. Il vaut mieux peut-être adapter le management. Donc tout ça pour vous dire que ça se mesure. Il y a un questionnaire qui existe et qui est très bien fait, qui prend 5 minutes à répondre, mais que ça peut servir à segmenter une cible utilisateur. Je vais prendre un autre exemple de ce que fait Facebook. Ils sont très en avance sur ce qui se fait dans d'autres secteurs, mais typiquement eux, ils ont fait passer le test de personnalité que je vous ai montré tout à l'heure à 86 000 personnes et ils ont fait une corrélation avec les posts. Donc ça c'est très intéressant parce qu'au bout de 6 posts, ils arrivent à définir votre personnalité plus précisément que le ferait votre meilleur ami, votre famille ou vos proches. Donc au travers des posts que vous mettez, c'est tellement corrélé à votre personnalité que du coup ils ont des règles du style. Si vous postez peu souvent, parfois sur vos enfants, c'est que vous avez une personnalité consciencieuse, que vous êtes très sensible à l'accueil de vos posts et de vos amis. Donc ça c'est déjà assez impressionnant. Je vous montrerai ce qu'ils font aussi en text mining et aujourd'hui ils sont en train d'étudier votre façon de taper sur les claviers. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a une pauvreté émotionnelle quand on communique sur Facebook, où en général on met un mot ou un smiley pour exprimer ce qu'on ressent, et eux veulent proposer des phrases complètes pour décrire les émotions. Et pour ce faire, ils étudient la façon dont on frappe. Ils calibrent votre façon habituelle de frapper, et en fonction de votre façon de frapper aujourd'hui, ils veulent vous proposer des phrases pour mieux exprimer vos émotions. Donc du coup, ça va quand même assez loin. Et pour aller un petit peu plus loin, ils arrivent à savoir en fonction des mots que vous utilisez, quel type de personnalité vous avez. Typiquement, si vous êtes plutôt introverti, vous allez avoir tendance à utiliser des négations, des adverbes en ement, des mots de 3 syllabes. Les mots ordinateur vont apparaître dans votre profil. Si vous êtes extraverti, on va plutôt retrouver des émotions, des super, des points d'exclamation, des mots comme la plage, etc. Donc du coup, Facebook, au travers de vos posts, ils arrivent à vous corréler à votre profil de personnalité. Je ne vous dis pas d'arrêter d'utiliser Facebook, mais en tout cas, ils savent beaucoup de choses sur vous. Un dernier exemple que je prends, Candy Crush. Eux, ils ont étudié la façon dont vous vous connectez, la fréquence d'usage et la façon dont vous jouez pour définir quel feedback ils allaient vous donner suite à votre jeu. Donc typiquement, les feedbacks, on peut donner des feedbacks aléatoires. Ça marche très bien en éducation. En éducation, on sait que récompenser un enfant de manière aléatoire, ça a un meilleur effet sur sa motivation que récompenser que quand il fait du bien ou le punir que quand il fait du pas bien. Et du coup, typiquement, ils savent que quand on est consciencieux, on va jouer efficacement, lentement, on va réfléchir, et du coup, eux, ils vont récompenser que quand c'est bien. Quand on est extraverti, on va jouer rapidement, on s'ennuie vite, donc on va mettre des récompenses aléatoires. Donc ça va même jusqu'à concevoir la façon dont vous allez donner un feedback à vos utilisateurs. Je fais juste un focus sur un phénomène qui est très intéressant. Alors, j'ai pas d'action chez l'Ipsos, mais je trouve que le travail qu'ils font et les posts et les tweets qu'ils font sont vraiment fabuleux. Ils en ont posté un la semaine dernière sur la personnification des marques. En gros, on sait qu'on a tendance à penser à une marque comme étant un individu, avec des caractéristiques, des valeurs. Et du coup, aujourd'hui, surtout avec les millénials et les générations Z qui sont en train d'arriver, on sait qu'on doit remplir des fonctions, c'est le minimum, mais l'attachement émotionnel, il est prédictif de ma fidélité à la marque, de ma façon d'acheter
et de mes recommandations. Donc plus que parler de fonction, on parle aussi d'attachement émotionnel aux marques. Donc c'est très important aussi de savoir quelle personnalité a la marque ou le produit pour qui vous travaillez. Alors je vais le censurer parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'iPhone. Je vais juste parler de politique alors. On sait que dans la politique, il y a beaucoup d'hommes, notamment et beaucoup de femmes, qui ont des taux de névrosisme assez élevés, des taux de paranoïa assez élevés. Donc qui de la poule d'œuf, encore une fois, est-ce qu'on vient à la politique parce qu'on a un caractère certain, ou est-ce qu'on devient parce que le contexte est tel? Mais en tout cas, voilà, c'est une corrélation qui est très forte. On sait également que par exemple les sportifs de haut niveau vont avoir un profil en iceberg. Donc ils ont un profil typique, on sait reconnaître avec un test de personnalité si la personne peut devenir un sportif de haut niveau. C'est utilisé aujourd'hui pour les recrutements dans certains sports. Je vais finir cette présentation en vous parlant de persona. Donc cet après-midi, je sais qu'il y a encore des présentations dessus qui vont approfondir. Juste pour cadrer un petit peu ma présentation, je voulais savoir qui a déjà fait des personas. Je vais focuser sur la personnalité. Donc vous savez tous du coup que c'est une fiche descriptive de l'utilisateur, qu'elle permet de développer l'empathie, qu'elle génère plus d'idées, qu'elle crée une synergie très forte dans l'équipe projet, qu'elle est engageante pour les équipes de conception, ça vous le savez déjà. Alors souvent la question qu'on me pose pour les personnes qui n'ont jamais fait, c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Est-ce que c'est pour du marketing? Est-ce que c'est pour la conception utilisateur? Est-ce que c'est pour innover, segmenter ou expertiser? Donc il n'y a pas une réponse passe-partout qui dit qu'est-ce qu'on met dedans. Moi généralement j'aime bien poser la question, est-ce qu'on met l'acheteur, le prescripteur, l'utilisateur et le non-utilisateur? En général j'en mets 3 à 8, avec peut-être des sous-catégories, tout dépend du besoin de la marque encore une fois. Et le niveau de précision et de réalisme, ils doivent être alignés avec l'équipe projet et le but du persona. Alors moi j'ai une petite astuce que je vous livre, c'est qu'en général quand je fais un persona, plutôt que de partir direct dans l'exploration, je rencontre l'équipe projet. C'est bien que je sois une personne extérieure du projet parce que ça leur permet d'éviter les partis pris. Quand c'est souvent une personne intérieure du projet, le persona peut être facilement remis en question. Moi ce que je fais, c'est que je rencontre individuellement chaque personne de l'équipe et j'élabore les personas avec eux. Si je vois que tout le monde est d'accord individuellement sans se concerter, on établit les personas et puis point. Si je vois qu'il y a des avis divergents, dans ce cas-là, c'est là où on passe à une phase exploratoire. Donc ça c'est ma petite technique parce que ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps en pratique. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un bon persona parce que du coup vous savez un petit peu déjà le faire. En général, on raconte l'histoire, on identifie les axes de différenciation entre les clients et utilisateurs. En général, entre deux personas, il y a 6 paramètres fixes qui vont évoluer de l'un à l'autre. Et du coup, moi j'aime bien y mettre la personnalité dedans. On définit aussi ses attentes, la personnalité des clients, on explicite l'usage du service, en gros le déroulé, le parcours client sur le site web, on reporte ses propos et surtout on définit son objectif principal. Donc pour en revenir sur la personnalité, j'ai fait un faux exemple, un faux persona sur un utilisateur LinkedIn quelconque et je me suis servi de 2 questionnaires, le NeoPIA et le questionnaire de Schwartz pour définir un peu ça. En gros, le NeoPIA, je m'en suis servi pour construire extraversion, ouvert à la technologie, conservateur routinier ou consciencieux, parce que je pense que c'est ces paramètres-là qui distinguent des utilisateurs LinkedIn. Et après, sur la partie description de la personnalité de l'utilisateur, je me suis appuyé du questionnaire de Schwartz pour dire que celui-ci en particulier avait un besoin d'autonomie et sa valeur c'était l'autonomie. Du coup, j'en mets juste un deuxième pour vous expliquer un petit peu, mais du coup, celui-ci, inversement à l'autre, il est complètement extraverti, complètement ouvert à la technologie, peu ouvert à la technologie. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir un regard, d'être sûr que quand on fait les personas, on a bien touché toutes les types de personnalités de nos utilisateurs. Donc c'est pourquoi c'est très important d'utiliser, encore une fois, des questionnaires qui existent, parce que des fois, on a tendance à oublier une partie de la population, une partie des personnalités, notamment si c'est absent de l'équipe projet. Alors, je vous conseille, plutôt que d'essayer d'élaborer des questionnaires, si jamais vous faites vous-même vos propres questionnaires de personnalité, d'émotion, de motivation, de d'abord regarder la bibliographie autour de ça, parce qu'il y a vraiment des choses fabuleuses qu'on peut venir piocher. Moi, dans le sport, j'avais commencé par refaire tout mon questionnaire. Et puis au bout de 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un questionnaire tout prêt sur lequel j'avais déjà des données. Ou en gros, pour étudier la motivation d'un sportif, il y a un questionnaire super qui s'appelle l'EMS28. Donc en gros, c'est un questionnaire de motivation. Et en fait, dans le sport, on se rend compte qu'il y a plusieurs types de motivation. Il y a des gens qui sont complètement pas motivés pour faire du sport. Ça existe et il ne faut pas les oublier. Il y a des gens qui sont à fond sur la stimulation, c'est-à-dire les sensations physiques, ils kiffent faire la pratique sportive. Par exemple, les gens qui font de la Zumba. Il y a des gens qui sont plutôt intéressés par des connaissances,
connaissances, en gros apprendre des choses. Typiquement dans les arts martiaux, on est vraiment plutôt là-dessus. Il y a des gens qui cherchent un accomplissement de soi, qui sont vraiment dans je fais du sport parce que ça fait partie de moi, c'est vraiment de l'accomplissement. Et d'autres personnes qui font du sport parce qu'il faut, etc., etc. Et en fait, plutôt que de mouliner et de faire des recherches utilisateurs, prendre ce type de questionnaire, on est sûr qu'on est exhaustif, on est sûr que les questions, elles sont fiables, le résultat est intéressant, etc. Et du coup, nous, on s'en est servi par exemple pour segmenter et pour concevoir nos cibles utilisateurs. Donc en gros, la personnalité, pour résumer un petit peu tout ça, je me suis servi de plusieurs livres pour faire cette présentation. Si vous êtes curieux de la psychologie, pour moi, c'est ces livres qui sont vraiment incontournables. En expérience utilisateur, ça c'est aussi mes best-sellers. Et puis j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette présentation. Mais en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et si vous devez retenir un truc, c'est que la personnalité, elle permet de décrire, d'expliquer, de prédire les comportements utilisateurs. Et c'est pour ça que je trouve qu'en expérience utilisateur, c'est vraiment la base et que voilà, c'est très important de s'y attacher. Je vous remercie.